Bonjour à tous et bienvenue sur Event News TV dans notre émission Les grandes questions d'actualité, l'émission consacrée à l'actualité politique et économique. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau M. Arsène Touo qui est secrétaire général adjoint chargé de la diaspora et du projet de société et des réfugiés au sein de l'Union des nouvelles générations. Bonjour M. Arsène Touo. Bonjour M. Augustin. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Votre parti a organisé les 11, 12 et 13 septembre dernier une convention qui s'est tenue à Daloa en Côte d'Ivoire. Alors quelles sont les grandes décisions qui ont été prises là-bas et que doit-on retenir de cette convention qui se tient une fois de plus en l'absence de son président fondateur, M. Stéphane Kipé? Effectivement, les 11, 12, 13 septembre dernier, l'UNG a tenu sa deuxième convention à Daloa, et de cette convention est sortie une importante décision décomposée en deux résolutions. La première résolution, c'est que l'UNG propose le report des élections présidentielles à venir, parce que l'UNG estime que les conditions de sécurité, les conditions d'un scrutin équitable ne sont pas réunies. Et l'UNG ne veut pas que les morts, les blessés et les prisonniers de 2015 aillent se superposer encore aux morts, blessés, aux prisonniers de 2010. Deuxièmement, l'UNG propose le dialogue politique inclusif. Le dialogue politique inclusif a ceci de particulier qu'il va intégrer toutes les forces vives de la nation. Parce que par le passé, vous avez observé que la crise ivoirienne a mis face à face les acteurs politiques. Alors que dans sa manifestation quotidienne, permanente, la crise ivoirienne a opposé les Ivoiriens et réfugiés les uns et les autres derrière les symboles de la nation, notamment derrière les églises, derrière l'armée, derrière les politiques, derrière les ethnies. Et l'UNG estime que pour la première fois, il est important que la société ivoirienne, dans toute sa composante, s'asseye pour pouvoir définitivement régler le problème de la crise politique en Côte d'Ivoire pour qu'à l'issue de cela, la Côte d'Ivoire puisse aller à des élections apaisées véritablement. Oui, mais le 25 octobre est une date constitutionnelle. Alors pourquoi est-ce que vous vous opposez à ce calendrier? Parce qu'en vérité, on ne va pas dire que ce que vous dites n'est pas important, mais c'est une date constitutionnelle. Alors à quel moment voulez-vous qu'on aille vraiment à ces élections? Mais M. Augustin, que vaut une date constitutionnelle devant la vie des Ivoiriens? Voulez-vous qu'on puisse tenir une élection juste pour tenir une date constitutionnelle, ou voulez-vous qu'on puisse tenir une élection pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions afin qu'on puisse éviter à la Côte d'Ivoire le drame de 2010? L'UNG estime que le dialogue rend possible toute chose. Et nous estimons qu'on ne peut pas renouveler. Pour nous, l'élection présidentielle n'est pas un duel de titans, à l'issue duquel le plus fort doit vaincre au péril du plus faible. Nous estimons que l'élection présidentielle, c'est un scrutin, c'est un devoir citoyen que les Ivoiriens doivent pouvoir accomplir sans risque de leur vie, sans risque de leur intégrité physique. Et donc nous estimons que cela est possible, le report est possible, et en cela il n'y a pas à s'inquiéter. Concrètement, pour gagner vraiment en efficacité, qu'est-ce que l'UNG propose réellement pour que au moins la Côte d'Ivoire ne rentre pas dans les travers qu'on a connus en 2011, en 2010 et 2011, où l'élection a été reportée à maintes reprises? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Concrètement, c'est ce que nous proposons, le DPI, le dialogue politique inclusif. Et vous observez qu'après notre convention, il y a des leaders politiques, des candidats qui ont commencé à tenir le discours de l'UNG. Il y a de cela 2 jours, 4 candidats, KKB, Essi Amara, Amadou Koulibaly, Charles Konan Bani, ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont annoncé une manifestation le 28 septembre, lundi prochain. Une marche sur la RTI et ensuite sur la CEI. Mais ce sont des points que l'UNG a développés pour dire que la CEI, dans sa constitution actuelle, ne répond pas aux besoins d'équité et d'équilibre des forces politiques. Nous avons dit qu'aujourd'hui, les acteurs politiques n'ont pas accès de façon équitable aux médias d'État. Donc, vous voyez bien que notre discours est suivi. Et c'est en cela aussi qu'on peut apprécier, vous voyez, la pertinence des propositions qu'un parti politique fait. Nous avons tenu, souvenez-vous, le contexte dans lequel nous avons tenu notre convention est un contexte qui prévalait après la décision du Conseil constitutionnel. Donc, les carottes semblaient être cuites pour ce qui concerne la tenue de la date constitutionnelle des élections.
Mais dans ce contexte, apparemment, où tout est achevé, l'UNG a fait sa convention et a proposé le report pour les arguments que nous avons développés. Aujourd'hui, notre discours est suivi par les 4 candidats que j'ai cités. Et en plus, hier, le RPP a tenu un comité de direction. Le RPP aussi a décidé de proposer le report des élections pour que nous puissions aller à la discussion. L'autre actualité qui intéresse fortement aussi l'UNG, c'est bel et bien la décision du Conseil constitutionnel qui, contre vents et marées, a validé la candidature du président sortant. Alors, est-ce que pour vous, on ne parle plus de ça, c'est fini? Quel est votre avis dessus? Déjà, avant même que le Conseil constitutionnel se prononce, l'UNG avait dans ses travaux préparateurs de la Convention, estimé que le Conseil constitutionnel à lui-même était illégal. Parce que depuis la démission, depuis le limogeage du professeur Yao Paul Indré, tous les présidents qui en ont suivi, y compris Francis Vaudier, étaient à la tête du Conseil constitutionnel de façon illégale. Mais après cela, la décision du Conseil constitutionnel est tombée. Et je peux vous dire que après avoir lu, vous voyez, l'arrêt du Conseil constitutionnel, on peut dire que c'est une véritable invention chimique, voilà, en matière juridique. Parce que, vous voyez, le temps qu'on a ne pourra pas suffire pour qu'on puisse développer totalement ce sujet-là. Mais il y a 2 éléments importants que je veux souligner. Vous voyez, premièrement, le président du Conseil constitutionnel, il estime dans son arrêt que l'article 35, l'alinéa 1 de l'article 35, donc, permet à M. Ouattara d'être rééligible. Donc, l'alinéa 1 établit la réélection de M. Ouattara. Mais vous voyez, en concluant ainsi, le président du Conseil constitutionnel, il fait une interprétation un peu tendancieuse, j'ai même dit malicieuse de ce texte-là. Parce que c'est quoi la réalité? C'est que ce texte, la signification de l'article 35 n'établit pas une rééligibilité du président sortant. Ce texte, en fait, il pose plutôt la question de la limitation du mandat. Donc, contrairement à la signification que M. Kone Madou tente dangereusement de donner à ce texte ne dit pas cela, premièrement. Et deuxièmement, dans son développement, il évoque aussi la question de la légitimité personnelle que M. Ouattara aurait ajoutée à la légalité de sa candidature. Parce que pour lui, pour avoir été élu en 2010, M. Ouattara a ajouté à la légalité de sa candidature une légitimité personnelle. Alors que la Constitution, en aucun endroit, et même pas dans l'article 35, n'évoque une quelconque légitimité personnelle d'un candidat. Vous voyez, donc c'est en cela que nous estimons que M. Kone Madou a procédé à une véritable fabrication chimique pour servir aux Ivoiriens sous arrêt qui est dangereux. Votre ancien compagnon de l'AFD, M. Afin N'Guessan, appelle au rassemblement de la gauche pour battre Ouattara. Est-ce que vous saisissez cette pêche? Personnellement, au niveau de l'UNG? Non, en fait, quand M. Pascal Afin N'Guessan a lancé cet appel, je crois que l'appel était principalement adressé à M. Sangaré Aboudraman. Oui, non, mais il parle de toute l'opposition. Pas uniquement Aboudraman Sangaré. Il parle de toute l'opposition. Certes, il parle principalement, mais le sujet principal ce qu'il veut dire en clair, il souhaite que toute l'opposition fasse bloc pour battre Ouattara. Dans tous les cas de figure, c'est Afin N'Guessan qui est candidat aujourd'hui. C'est lui qui est candidat à la future présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc s'il estime qu'après les périodes de vive altercation au sein du FPI, le FPI au sein duquel il est désigné comme un militant radié par le Congrès, et que lui, de son côté, il estime avoir tenu un congrès au Palais des Sports de Trècheville qui fait de lui le président de ce parti. Il estime que si aujourd'hui, M. Pascal Afin N'Guessan a décidé d'instaurer le dialogue pour appeler à l'union de l'opposition, c'est dans son intérêt. Mais il reste maintenant à lui d'adopter la démarche qui convient afin de pouvoir... Et quelle serait cette démarche selon l'UNG? Mais l'UNG n'a pas de candidat aux élections. Donc l'UNG n'est pas intéressé à ce niveau du débat-là par les conditions de conforter un quelconque candidat. L'UNG aujourd'hui se bat
pour que la Côte d'Ivoire puisse instaurer les conditions d'un scrutin équitable, sécurisé et véritablement libre. Ça sera que nous sommes. Ce qui est curieux, c'est qu'au moment où plusieurs candidats posent le problème de la sécurisation du scrutin, posent le problème de la constitution de la CEI, curieusement, le candidat Pascal Affi-N'Guessan n'est pas intéressé par ce débat. Le président Pascal Affi-N'Guessan, apparemment, il est le seul candidat, le seul opposant au monde qui estime qu'il peut battre le pouvoir en place sans ses militants. Parce que je rappelle que Pascal Affi-N'Guessan avait appelé ses militants au boycott du recensement. Vous vous souvenez? En plus de cela, aujourd'hui, il est candidat. Donc, si M. Pascal Affi-N'Guessan est convaincu que ses partisans l'écoutent, ça signifierait que ses partisans ne se sont pas fait enrôler. Donc, ça signifierait qu'il va à une élection où ses partisans ne sont pas sur la liste électorale. Alors, dans ces conditions, M. Affi-N'Guessan est le seul opposant, candidat à une élection, qui est convaincu qu'il peut la gagner sans ses partisans et sans un minimum de conditions d'équité du scrutin. C'est ça qui est, en fait, qui est étonnant. Et donc, quand il appelle à l'union de l'opposition, est-ce que c'est un discours sincère ou c'est un discours opportuniste? Je n'ai pas de carte pour pouvoir juger ce discours. Vous avez raison de donner votre position, mais Serge Kofi, l'ancien responsable de la FESI, qui était aussi militant de l'UNG, a déclaré la guerre, semble-t-il, à M. Stéphane Kipré. Vous qui êtes dans le secret des dieux, qu'est-ce qui se passe réellement avec Serge Kofi? Vous savez, mon jeune frère Serge Kofi, quand j'ai observé ses sorties, ses déclarations, au début, j'étais envahi par un sentiment d'étonnement. Mais progressivement, le sentiment d'étonnement a remplacé un sentiment de compassion pour mon jeune frère. Parce que vous savez, quand Serge Kofi a quitté la Côte d'Ivoire en 2011, il s'est exilé au Canada et en tant que tel, il était donc l'objet d'un isolement géographique, voilà, qui est même devenu progressivement un isolement politique. Parce qu'il n'apparaissait plus sur les radars politiques. Vous savez, quand un homme politique est en exil, il y a le vide de l'exil. Et souvent, pour le combler, les hommes politiques en exil se livrent à l'activisme intellectuel, à travers soit des publications ou des prises de position argumentées sur l'évolution de l'actualité dans leur pays. Ce n'est pas le cas de Serge Kofi. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas trop à l'aise sur ce terrain? Je n'en sais rien. Par contre, ce que j'ai observé, vous voyez, aujourd'hui, ce qui me fait le plus mal, ce qui me froisse le plus, ce n'est pas tant les déclarations ou les paroles que Serge Kofi prononce ou qu'il écrit sur les réseaux sociaux, parce que vous convenez avec moi qu'il ne suffit pas que Serge Kofi écrive des paroles pour que ça devienne des paroles d'évangile précédées d'une présomption de véracité irréfragable. Au contraire, c'est des affirmations d'un homme qui sont à vérifier par qui veut. Seulement, ce qui me dérange dans ça, c'est que j'ai observé que 8 ans après sa sortie de la FESI, mon jeune frère apparemment n'a pas réussi à remplacer le manteau du syndicaliste étudiant pour le remplacer par le costume de l'homme politique. Ça, c'est votre avis, ça vous? Je connais l'homme, c'est mon jeune frère et je l'ai pratiqué. C'est pour ça que je dis qu'à ce niveau, je ne suis pas remonté comme Serge Kofi. Au contraire, je le comprends. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est aux élections. Vous voyez, l'actualité est aux élections présidentielles. Et l'homme a envie de jouer une carte. L'homme a envie de jouer une carte par rapport à son avenir politique. Malheureusement, il n'a pas trouvé autre moyen que de donner dans... Le fait de soutenir, par exemple, Affi-N'Guessan, est-il une féminine? Justement, c'est pas ça qui est c'est pas à ce niveau qu'il y a problème. C'est pas ça qui est ça peut pas être un péché. Mais avant Serge Kofi, il y a plein de camarades qui soutiennent Pascal Affi-N'Guessan. Koneladio Sankara soutient Pascal Affi-N'Guessan. On a beaucoup d'amis qui sont proches, ex-amis de la FESI qui soutiennent Pascal. Ce n'est pas un délit, c'est un droit. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez alors? Mais au contraire, non. Pour conclure là-dessus. Nous ne reprochons absolument rien à Serge Kofi. Au contraire, nous nous interrogeons comme vous. Qu'est-ce que Serge Kofi reproche au président Stéphane Kipré? Parce que, vous voyez, j'ai fait aujourd'hui une révélation. Serge Kofi, avant la révélation, Serge Kofi avait fait son interview dans laquelle il a dit lui-même que la raison de sa démission de l'UNG, c'était que la mission qui lui avait été confiée par le président Stéphane Kipré avait été atteinte. Donc, vu cela, il estime que sa mission est finie et qu'il se retire. C'est après cela
quand on observe aujourd'hui des vagues, des successions d'attaques vis-à-vis du président Salva Kiir. Donc nous n'avons absolument aucun problème avec notre camarade Serge Kofi. Au contraire, nous estimons que la politique dans laquelle il veut s'engager est une activité qui est un peu plus sérieuse, un peu plus engagée que cela. Et pour qu'il soit demain respecté, Serge Kofi, au sein du FPI où il va, ce n'est pas ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas en s'adonnant à ce rôle d'émeutier des réseaux sociaux qui va arriver à s'imposer. À mon avis, et c'est un conseil, vous me permettrez d'utiliser votre caméra pour donner un conseil à mon jeune frère, pour dire que on peut avoir travaillé avec un groupe, et ce n'est pas forcément quand on quitte ce groupe qu'il devient une confrérie de sorciers. Parce qu'on a quitté le groupe. Moi, je conseille à mon jeune frère, au FPI où il est en train de s'engager, le débat est assez de haut niveau. Donc, il gagnerait plus à s'illustrer par ses contributions intellectuelles, par son travail politique, au lieu de se livrer, vous voyez, à ce spectacle qui n'est pas honorable pour lui-même. On vous a très bien compris sur la question. Merci beaucoup. On va, avant dernière préoccupation de ce temps. Et là-dessus, excusez-moi, 2 minutes. Oui. Je n'avais pas dit une révélation que je voulais faire concernant l'UNG. Vous savez, au sein du parti, les débats, vous voyez, les débats sur les choix stratégiques du parti ont souvent lieu. Il y a à intervalles réguliers, il y a toujours des occasions où nous sommes frontalement opposés, y compris avec le président, sur des questions de positionnement du parti. Moi-même à Saint-Tour, récemment, sur une question d'intérêt national, où le parti devait prendre position, j'ai eu une réflexion personnelle que j'ai soumise à la direction du parti, au président. Le débat a eu lieu, les séances ont eu lieu, j'étais mis en minorité. Mais c'est pas pour ça que je suis entré en rébellion. Parce que j'ai estimé que dans un parti politique, il faut faire prévaloir l'esprit de groupe. Parce qu'il est mieux dans un parti politique de gagner avec le groupe, de perdre avec le groupe, que de gagner seul ou de perdre seul. Merci beaucoup. Alors, la cacophonie qui s'installe maintenant à la CNC, dont vous êtes membre, commence à inquiéter les observateurs de la scène politique. Pour ceux qui pensaient que l'opposition pouvait s'unir pour aller en rang serré à ces élections, la solution n'est certainement plus du côté de la CNC. Baenok se proclame désormais comme le président. Il s'est autoproclamé comme le président de la CNC. Quelle est votre lecture de cette situation? Mais votre constat, il est objectif. Et je ne saurais ici devant votre caméra me dérober à ce constat. Effectivement, la désolation de ce jour, c'est que la CNC n'est pas à la hauteur des attentes des Ivoiriens. Bien sûr, la CNC est un conglomérat de plusieurs ambitions, de plusieurs personnes qui, d'un passé récent, étaient opposées. Mais on avait cru que la CNC, à l'approche de cet enjeu qui est d'une importance assez cruciale, allait arriver à, vous voyez, s'accorder sur des éléments mineurs, sur un minimum, vous voyez, un minimum de démarche pour pouvoir faire les choses. Malheureusement, on observe ce cafouillage monstre au sein de ce groupe. Un groupe de 4 candidats appelle à une marche le 28 septembre prochain. Un autre groupe estime qu'il n'est pas concerné par cette marche. Personnellement, j'avoue que je n'arrive pas à comprendre les Ivoiriens doivent-ils désespérer de la CNC? Pas totalement. Je pense qu'il y a un minimum d'espoir qu'il faut entretenir. Oui, mais l'espoir doit reposer désormais sur qui? Au sein de la CNC. Vous voyez, souvent, dans le cours de l'histoire des peuples, les changements peuvent venir de 2 façons. Soit c'est un leader qui enclenche les choses, la révolution, et le peuple suit. Soit c'est le peuple, comme au Burkina, qui, face aux tergiversations, prend ses responsabilités, et puis les leaders peuvent suivre. Pour ce que nous observons, le schéma qui sera possible, c'est qu'un jour, le peuple de Côte d'Ivoire va prendre ses responsabilités. Sans leader, sans gouvernail, et puis sans mot d'ordre précis. Sans mot d'ordre certainement, parce qu'il y aura un sursaut national, d'intérêt national et d'utilité publique qui va pousser chaque Ivoirien de là où il est à pouvoir faire ce qu'il doit faire pour que la vraie démocratie, la paix puisse revenir au sein des Ivoiriens, pour que notre pays puisse reconnaître son lustre d'antan, voilà, comme un pays de paix où il fait beau vivre. Merci Arsène. Toute notre dernière préoccupation sera à l'international. Et vous avez tout à l'heure évoqué la question. Il s'agit du Burkina Faso, où un pays voisin de la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui vient d'échapper à un coup d'État du général Diendéré,
bras droit du président déchu, Blaise Compaoré. Ce qui a toutefois marqué un peu cette histoire, c'est que dans le concert international des condamnations, on n'a pas entendu la voix de notre président. Alors, d'aucuns disent que c'est suspect. Vous, qu'est-ce que vous dites? Je ne conteste pas. Vous voyez, je ne conteste pas cette position qui tient M. Ouattara pour un observateur suspect de la situation au Burkina Faso. Vous voyez, c'est quoi l'histoire de Ouattara lui-même? Ouattara est un homme politique dont l'histoire est une succession, vous voyez, d'illégalités, de violations permanentes des lois, des constitutions et de violences. Donc, face à ce qui se passe au Burkina, il ne pouvait qu'avoir l'attitude d'un homme qui est friand du désordre. Vous voyez. Donc, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant que là où plusieurs chefs d'État internationaux du monde dénonçaient ouvertement ce coup de force, M. Ouattara a choisi le langage. Hein, vous voyez, le langage fourchu. Et heureusement que l'issue de la situation au Burkina, a réhabilité le droit, a réhabilité la légitimité populaire. Et puis aujourd'hui, je pense que Dendéré est retourné à ses habitudes. Certainement, il retournera à ceux qui l'ont envoyé et il va réétudier ses leçons de militaire. Voilà, merci M. Arsène Toul, mais avant de quitter ce plateau, vous avez certainement un mot de fin à donner pour les téléspectateurs qui vous regardent. Bien sûr, encore une fois, je voudrais vous remercier, Event News, pour le travail que vous faites. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès aux médias d'État, c'est d'actualité en Côte d'Ivoire. Votre télévision en ligne nous permet de nous exprimer et d'adresser un message aux Ivoiriens. Donc je voudrais finir cet entretien pour lancer un appel à nos amis du Maroc, parce que bientôt, le 1er octobre prochain, l'UNG sera au Maroc pour investir la délégation de ce pays. Et donc je voudrais rassurer tous les Ivoiriens du Maroc que le parti sera là-bas. La direction du parti là-bas au complet sera, en tout cas de façon représentative, présente bientôt à Casablanca. Et je voudrais encourager la déléguée Madame Assemian et tout son bureau, tous les amis avec qui nous sommes en discussion pour préparer cet événement. Je voudrais les rassurer. Je voudrais profiter de votre micro pour adresser un message, vous voyez, d'excuses et de compassion au président Stéphane Kipré. Parce que, comme tout à l'heure je le disais, Serge Kofi, c'est mon jeune frère. Donc quand je l'observe à s'attaquer à son ancien patron, à notre ancien patron commun, c'est une partie de moi qui agresse le président Stéphane Kipré. Donc je voudrais lui demander de continuer. Serge Kofi et nous parlons. Nous allons trouver une solution pour que il puisse continuer sa carrière politique au FPI comme il a décidé et que nous puissions continuer la nôtre au sein de l'UNG. Je vous remercie. Voilà, merci M. Arsène Toul, merci d'être passé sur notre plateau. Téléspectateurs d'Event News TV, merci. Je remercie aussi les techniciens qui sont en régie. Merci pour votre fidélité. On se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt.